Bien le bonjour les amis, c'est Sendo, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle preview MMA consacrée au main event de l'UFC 315 de ce week-end, Belal Mohamed contre Jack Della Maddalena. Donc, un combat pour la ceinture welterweight de l'UFC ben, en- entre deux profils super intéressants parce que très différents l'un de l'autre. Bon, d'un côté, on a le champion Belal Mohamed. Enfin, au-delà d'être champion, c'est un putain de vétéran de l'UFC avec, avec un total de 19 combats à l'UFC depuis 2016, accumulé depuis 2016. Il a une sacrée expérience. Un début de carrière professionnelle peu intéressant dans l'absolu, quoi. Il enchaîne ouais, 9 victoires consécutives, mais pas vraiment de statement et pas face à une grosse adversité. Il a deux petits combats au Bellator, mais c'est pas une grosse carrière. Il arrive à l'UFC, il affronte très vite de très bons, de très bons noms. Il goûte notamment sa première défaite avant la limite. Sa deuxième défaite en carrière, sa première défaite avant la limite face à Vicente Luque non, pas en undercard, pardon, de l'UFC 205 Alvarez contre McGregor. Donc, sacrée carte et il se prend déjà un sale KO en même pas une minute 20. Mais voilà, après ça, après cette seconde défaite, il se reprend un petit peu. Il prend, il enchaîne 4 victoires consécutives, notamment une face à Randy Brown, qui est quand même une bonne victoire dans l'ensemble. Il repère face à Geoff Neal en 2019 depuis, il n'a toujours pas perdu après 4 victoires consécutives. Il obtient une chance de vraiment bien se placer dans la division welterweight face à Leon Edwards. Il se prend une putain de une leçon de striking sur le premier round et il est sauvé, enfin, entre guillemets, sauvé au deuxième round par un high poke de Leon Edwards qui provoque le non-contest. Donc au final, il est sauvé de la défaite, d'un combat qui manifestement serait clôturé par une défaite. Je pense que c'est assez significatif. Et puis démarre une série de victoires ahurissantes. Vraiment. Pour le coup, vraiment ahurissantes. Il commence en étant le dernier adversaire de Demian Maia le dernier adversaire de Demian Maia, Demian Maia, malgré tout, c'est si c'est pas une légende, c'est un très grand nom de l'UFC. Enfin, regardez son résumé, le gars, le nombre de gars qu'il a. Enfin, le résumé de ce mec qui est ahurissant, la longévité, etc. Demian Maia, c'est un gars extrêmement impressionnant. Et Belal Mohamed est son dernier adversaire et son dernier vainqueur en undercard de Adesanya contre Vettori 2 en juin 2021. En décembre 2021, il prend Stephen Wonderboy Thompson qui commençait vraiment son déclin, mais qui n'était pas encore au niveau auquel il est, auquel il est aujourd'hui avec le niveau de déclin auquel il apparaît ces derniers temps. Donc ça reste quand même une belle victoire une très belle victoire de Mohamed. Puis il prend sa revanche face à Vicente Luque en main event d'un UFC Fight Night, d'un bon UFC Fight Night à ce moment-là, et il le matrix sur 5 rounds. Voilà, vraiment, Luque touche pas une bille sur ce combat-là. Puis son meilleur combat en carrière, j'en ai déjà parlé il y a quelques semaines, face à Sean Brady. Franchement, on dit souvent que Belal Mohamed est un combattant soporifique. Je suis assez d'accord avec ça, mais franchement, ce combat-là face à Sean Brady vaut vraiment la peine d'être vu. Il est vraiment très bon. Il dure une petite dizaine de minutes, un peu moins de 10 minutes. Oh là là, et franchement, vraiment un super combat que je vous invite vraiment à voir. Et vraiment, là, à ce moment-là, il est dans le top 5 de la division, chez le 5e ou 4e. Il est déjà sur une très grosse série de victoires. Ses 4 dernières victoires sont très significatives, donc il est dans la discussion pour le titre et il obtient sa place de contender légitime, de contender le plus légitime face à Gilbert Burns en 2023, où il cloue une nouvelle fois une masterclass au terme d'un combat très soporifique, on va pas se mentir. À part le premier round, il y a rien de très, il y a rien de très marquant dans le premier round est plaisant, mais le reste du combat est vraiment soporifique. Mais c'est beaucoup du fait à la maîtrise tactique de Belal Mohamed. Donc, dans l'absolu, c'est quand même dur de lui reprocher. Et puis après un an d'hiatus, parce que voilà, pas parce que, comment dire, ouais, parce que c'est clairement le combattant le plus évité du circuit welterweight à l'heure actuelle. Enfin, c'était en tout cas au moment des faits. Il affronte Leon Edwards pour la ceinture welterweight de l'UFC. Main event, son premier main event de pay-per-view à Londres. Et il met
il sort une performance absolument incroyable, un game plan parfait, au global, vraiment ouais, on peut dire une masterclass, même si Edwards a eu ses réponses, au global, c'est quand même vraiment une masterclass, en tout cas au niveau tactique de Belal Mohamed, qui lui permettent de récupérer la décision unanime et par la même occasion de devenir champion UFC après des années passées ouais, dans l'anonymat et dans le mépris un peu du public et de l'UFC. Il finit enfin par un peu se venger et voilà, par récupérer la ceinture UFC. Et après, après avoir programmé sa première défense de titre face à Shavkat Rakhmonov en décembre dernier, blessure oblige, le combat a dû être reporté, sauf que Rakhmonov a pris en short notice Yengari. Rakhmonov se blesse, donc du coup, enfin, le combat, pardon, c'est un peu désordonné, je sais, mais le combat est reprogrammé pour l'UFC 315. Shavkat Rakhmonov se blesse et du coup est appelé en semi-short notice. Je dis bien semi parce qu'il y a quand même eu un gros mois et demi pour se préparer. C'est Jake Della Maddalena. Enfin, qui de son côté, heu, voilà, à la différence de Mohamed, lui est un peu un newcomer entre gros guillemets, parce que voilà, il est déjà là depuis quelques années, c'est un gars établi, mais il est là depuis beaucoup moins longtemps. Il est rentré à l'UFC par les Dana White Contender Series en 2021, après une carrière sur le circuit australien, franchement, ouais, vraiment au global assez intéressant parce qu'il subit ses 2 premières défaites en carrière et 2 fois par finish en 2016. Il se prend quand même, ouais, ce sont quand même de très grosses défaites. Mais il se reprend et depuis ces 2 défaites, il n'a toujours pas perdu. Sa dernière défaite remonte à mai 2016, donc ça fait déjà 9 ans qu'il n'a pas perdu et il s'est établi comme un des combattants les plus divertissants du circuit, MMA welterweight. Après, voilà, il a enchaîné les victoires, notamment les victoires par KO dans l'organisation Eternal MMA, qui est une des grosses organisations, australiennes, même si elle est pas extrêmement marquante dans l'absolu, mais sur le circuit australien, c'est très certainement la meilleure organisation. Voilà, où il battra notamment Kevin Jousset. Je pense que c'est la victoire la plus notable de cette partie de sa carrière. Puis, voilà, il est repéré par les Dana White Contender Series, il y participe, il fait une très bonne performance, même s'il va pour la première fois de sa carrière à la décision. Il est recruté par l'UFC. L'UFC fait un super travail avec lui sur l'année 2022. 3 combats, 3 victoires, 3 TKO au premier round et 2 performances of the night. Et en plus, 2 fois sur d'assez grosses cartes. Il fait ses débuts à l'UFC 270 sur la carte de Ngannou contre Gane. Il fait une très belle performance, mais cette carte-là était quand même assez folle et il y avait quand même quelques très très beaux finishes. Donc au final, il n'obtient pas de bonus. Son deuxième vrai combat à l'UFC, il le fait en sous-carte de Patrick pourquoi ça, bref, Glover Teixeira contre Guiré Prochazka voilà, qui donnera une super carte et notamment un des plus grands combats de l'histoire en main event. Il obtient la performance of the night. Voilà, un dernier combat assez anecdotique sur un fight night assez anecdotique. Voilà, pour conclure l'année 2022 où il récupérera quand même une nouvelle fois le Fight of the Night. Puis il vient sur la main card de l'UFC 284, Makhachev contre Volkanovski, face à l'excellent Randy Brown que j'apprécie particulièrement. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller voir ces combats-là, il est très très bon. Et une nouvelle fois, Della Maddalena nous sort une magnifique performance et en fait, une magnifique soumission, mais qui part d'un knockdown, enfin d'une séquence debout qui est absolument ahurissante. Il met un knockdown terrifiant à Randy Brown et il finit le combat au sol. Puis un début de doute, on va dire, alors qu'il est déjà dans le top 5, dans le top 15, qu'il est censé affronter Sean Brady. Il affronte en short notice, alors Basile Hafez qui est pas non plus un adversaire extrêmement marquant dans l'absolu, mais qui est là pour faire son combat. Ça donnera un combat de l'année, un combat de la soirée, pardon, un très, très bon combat. Putain, je suis désolé, je bégaye, je fais des erreurs d'élocution, c'est assez, c'est encore plus que d'habitude. Bref. Mais voilà, après un excellent combat, il obtient quand même la victoire par décision partagée, mais une décision qui fera un petit peu polémique, qui fera un peu discussion. Ensuite, il affronte Kevin Holland, autre membre du top 15 au moment des faits, et au terme d'un excellentissime combat, il reprend le combat, il reprend la victoire par décision partagée
cette fois-ci, je trouve vraiment qu'il remporte ce combat-là face à Kevin Holland. Holland fait un très, très bon combat, mais malgré tout, ouais, je pense que je ouais, vraiment, vraiment Della Maddalena, prend le combat sans trop de discussion, possible. Et enfin, son dernier combat en date, en mars 2023, UFC 299, il affronte le vétéran et fan favorite Gilbert Burns et au terme d'un incroyable, combat, enfin non, enfin pas un incroyable, enfin c'est un très bon combat, mais c'est surtout, c'est surtout le finish qui est incroyable. Je l'avais fait en live au moment des faits et franchement ce coup de genou et cette séquence de finition était absolument merveilleuse après un combat que, bah, malgré tout, je trouve qu'il perdait à ce moment-là. Gilbert Burns avait vraiment fait le combat parfait de son côté. Pour moi, il avait vraiment pris les 2 premiers rounds. Le troisième round était un peu plus à l'avantage de la Maddalena, mais franchement, sans ce stoppage, je pense que Gilbert Burns aurait remporté le combat à la décision. Mais Della Maddalena, bah, prouve qu'il a vraiment quelque chose et remporte le combat-là par un énorme stoppage au troisième round et du coup obtient son title shot face à Belal Mohamed. Alors, j'en profite juste pour boire un petit coup. Voilà. Et donc, pour enchaîner sur la partie, ben, voilà, on va commencer la preview. Alors, comme d'habitude, force et faiblesse des deux. D'un côté, Della Maddalena est connue pour son anglaise. Voilà, c'est clairement sa grosse force. Son anglaise est vraiment très très impressionnante. C'est un gars qui aurait vraiment pu faire de l'anglaise à temps plein et avoir une bonne carrière, je pense, en boxe anglaise. Peut-être pas une grande carrière, il y a quand même de grosses failles et ça reste une anglaise adaptée au MMA, mais malgré tout, bah, c'est une anglaise de très, très bonne facture. C'est un niveau d'anglaise qu'on voit très, 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 très peu, en MMA. Voilà, notamment par le fait qu'il enfin, il magnifie l'une des grosses qualités de beaucoup de combattants de MMA, c'est la capacité à switcher, à passer d'orthodoxe à southpaw. Lui, il le fait avec une maestria franchement impressionnante. Il est très, très bon dans les 2 gardes, mais en fait, pour des raisons différentes. D'un côté, en orthodoxe, il est très, très, très bon pour, faire ses setups offensifs. Bah, son travail du jab est excellent en orthodoxe, les single attacks sont très, très bonnes en orthodoxe, mais il est un petit peu moins bon en combinaison orthodoxe, ce qui compense, enfin, à la différence de sa garde southpaw où vraiment il prend sa garde southpaw pour combiner. Ça, c'est vraiment une évidence et quand il est en southpaw, c'est pour combiner et ses combinaisons en southpaw sont de très, très bonne facture. Il a un moins bon jab, je trouve quand même en southpaw, il a de moins bons setup offensifs, mais sa garde southpaw, c'est quand il a touché son adversaire, c'est pour marquer. C'est vraiment pour marquer, prendre un maximum, les séquences avec un maximum de, enfin, ouais, prendre les séquences avec ah putain, j'ai pas le bon mot qui me vient en tête, mais voilà. Quand il se passe en southpaw, c'est vraiment pour combiner. Il a une bonne précision dans l'ensemble. Alors, il a pas le meilleur déplacement de coups, j'en parle très souvent là aussi, mais ouais, il a pas le meilleur déplacement de coups. Par contre, son ratio coup envoyé, coup lancé est assez haut dans l'ensemble. Alors parfois, il a un petit problème de distance, ça va alors, ouais, je rentre directement dans ses faiblesses, mais voilà, parfois il a un petit problème de distance, il n'arrive pas vraiment à parfaitement gérer la distance avec ce qui peut un peu lui porter, préjudice, mais sinon, c'est quand même une très bonne, ouais, c'est quand même une bonne précision d'ensemble. Il double pas mal ses coups, notamment en southpaw, il va beaucoup doubler quand il va envoyer des body shots. Ouais, j'ai oublié de le noter, mais c'est un des gars qui utilise le mieux les body shots en MMA de façon générale. Voilà, il va beaucoup doubler ses coups, ça lui arrive très souvent quand il envoie une gauche au corps, il va la doubler. Pareil, quand il va envoyer, je sais pas, un crochet, un crochet droit, etc. C'est un gars qui double énormément ses coups. Ça impacte un peu sa défense, mais ça reste quand même quelque chose de très très bien. C'est un gars qui est très durable quand même, ça se voit qu'il est assez durable, notamment bah, face à Gilbert Burns dans un combat où il avait vraiment pas le contrôle du rythme, où il y a eu beaucoup de phases de grappling, etc. Ben, il a quand même suffisamment gardé de force. En tout cas, sur 3 rounds, il est très durable. Voilà. Qu'est-ce qu'il en est sur 5 rounds? C'est une question. Et voilà, en tout cas, sur 3 rounds, c'est vraiment. Bah, c'est sûr que c'est un gars qui est durable sur 3 rounds. Et enfin, vu comment il est durable sur 3 rounds, il y a matière à penser qu'il peut être durable sur 5 rounds. Mais voilà, ça reste un petit peu une zone grise, on va dire. Au sol, il a pas vraiment d'offense au sol. C'est vraiment un gars qui vient pour striker, ce qui est
normal quoi. Enfin, c'est là où il est très bon, donc ce serait un peu stupide d'essayer de, ben, voilà, d'aller dans la zone du combat où il est un peu moins à l'aise. Mais, en termes de défense, c'est très, 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 très impressionnant. Notamment sa défense de soumission est bluffante. Alors je sais plus dans quel combat c'était, mais sur ses 3 premiers combats en 2022, il y en a un où il s'était retrouvé dans une soumission de son adversaire. Alors j'arrive jamais à savoir si, enfin, je pense pas que je sois le seul. C'était en fait, je crois que c'était dans un anaconda, la prise de soumission. Donc en gros, c'est, l'adversaire qui a, à la fois, enfin, c'est un peu la même mécanique, enfin le même placement de bras, qu'une guillotine sur certains aspects, mais là où la guillotine généralement, on va beaucoup chercher à récupérer seulement le cou, là c'est vraiment récupérer et un des bras et le cou. Donc le but ce sera d'un côté le pressing sera fait par l'épaule ou le bras de celui qui tente la soumission, et l'autre côté c'est, en fait couper la circulation sanguine des deux côtés du cou, là où il y a les 2 artères. Et d'un côté, ça va être la partie du corps, enfin du corps de l'adversaire, enfin de celui qui tente la soumission, et de l'autre, ça va être l'épaule qui subit la soumission, qui va venir couper la circulation sanguine d'un côté. Ouais, c'est un peu, enfin, il y a beaucoup, c'est très, très proche d'un Darkshock, mais je crois que la soumission, c'était un anaconda. C'est le genre de soumission dont il est très difficile de sortir généralement. Pas impossible, mais vraiment difficile. Della Maddalena en est sorti sans grande difficulté. Il est sorti de pas mal de soumissions face à Gilbert Burns. Et Gilbert Burns, c'est un excellent grappleur et un très, très bon submissionner. Alors, même s'il n'a pas énormément de soumissions à son actif au final, Gilbert Burns, mais au global, voilà, c'est vrai, il a pas mal de soumissions. Enfin, il en a quand même quelques-unes. Il a soumis quelques très très bons noms, notamment Neil Magny, celui qui me vient le premier en tête. Mais voilà, très très bon. Enfin, Gilbert Burns, excellent grappleur, et la défense de Maddalena était vraiment de très bonne facture. Il est aussi excellent scramble. Voilà, le coup de genou qui commence la séquence de finition face à Gilbert Burns vient d'un scramble, et de manière générale, ses scrambles sont de très très bonne facture. Et enfin, c'est un gars qui est très patient. Ouais, il va jamais se précipiter quand il voit qu'il touche son adversaire, il va jamais se précipiter, et pas et enfin balancer son game plan, sa précision, et cetera, à la poubelle. Et quand il est un peu sous pression, quand il est dans des situations, pas son avantage, notamment au sol, il va jamais paniquer et faire n'importe quoi dans sa défense. Il va rester composé, et cetera. Donc voilà, très bonne patience. Voilà, bon, il y a une petite zone grise et j'en ai un peu parlé, c'est son jab. Heu, voilà, son jab est plutôt bon, surtout en orthodoxe, mais il est pas non plus exceptionnel. C'est beaucoup, enfin, ça se rapproche même généralement plus de feintes de jab que de vrais jabs bien tranchés, qui sont là soit pour impacter, soit pour impacter son vis-à-vis, soit pour gérer à distance, soit pour construire ses combinaisons. Ça varie beaucoup entre la feinte de jab et le jab bien bien tranché, et c'est assez inconstant, on va dire. Et pour le coup, ça va vraiment d'un round à l'autre. Par moment, il a un excellent jab bien, voilà, bien sharp, bien stiff, et il y a d'autres moments, il est un peu lazy, il a pas une très bonne gestion de distance, et cetera. Donc voilà, jab assez inconstant, et dans ses vraies faiblesses, sa défense de takedown malgré tout. Sa défense au sol est très impressionnante. Sa défense de takedown, c'est pas la meilleure de la division, c'est pas la pire, loin de là, on n'est pas sur du Kevin Holland, mais c'est pas il a pas la meilleure défense de soumission face à un excellent lutteur grappleur, face à un excellent lutteur surtout comme Belal Muhammad. Ça peut, s'avérer, très dangereux. Sa défense est pas ouf dans l'ensemble. Il a son système défensif, il a notamment sa garde, il a pas énormément de mouvements de tête, il en a, mais il en a pas énormément, et généralement, c'est pas sa meilleure barrière défensive. Mais voilà, en soi, c'est pas une mauvaise défense. Alors il y avait un truc, mais en tout cas, surtout, je le trouve vraiment sujette au contre, notamment quand il double ses coups. C'est assez courant qu'il y ait suffisamment d'espace parce qu'il est pas très rapide. Alors il a pareil, enfin, il est pas extrêmement lent non plus, encore une fois, mais il est pas extrêmement rapide, et il a une mécanique de frappe assez large. Ce qui fait que, même s'il a une bonne précision, et cetera, ça f enfin, surtout par rapport à ça, c'est que, il laisse beaucoup d'espace pour son adversaire, pour que son adversaire puisse contrer, et ça arrive assez souvent. Pour l'instant, ça lui a pas tant porté préjudice, il a pas tant été ébranlé, que ça, du moins sur ses derniers combats à l'UFC. Mais
ça peut vraiment lui porter préjudice. Et enfin, être patient, c'est bien, mais trop de patience, c'est préjudiciable. Et je pense que Della Maddalena, c'est assez courant qu'il soit trop patient, notamment dans les phases de sol, pour, je pense, éviter de gaspiller son énergie. Il va pas non plus chercher le scramble à tout bout de champ. C'est pas, voilà, il va être patient et construire sa sortie de la phase du sol, de la phase au sol la plus posée possible. Le truc, c'est que il perd du temps et ça peut vraiment lui coûter des rounds et donc par conséquent, enfin, et donc au fil des rounds, ça peut lui coûter le combat. C'est pas passé loin de lui coûter le combat en 2023 face à un gars comme Muhammad. Ça peut vraiment être très très préjudiciable. Et enfin, point d'interrogation, comment il se débrouille sur son back foot? Comment il se débrouille sur son pied arrière? Comment il arrive à combattre voilà, en reculant? Je l'ai jamais vu jusqu'à présent, donc je peux pas vous dire ce que ça vaut concrètement, mais je pense que c'est vraiment le genre de style qui matche pas bien avec enfin, qui matche pas bien en reculant. Un genre de style qui peut très bien fonctionner en avançant. En reculant, je pense que ça peut vraiment pas. Ouais, ça peut ne pas fonctionner. Moi, j'ai pas parlé de ses kicks parce que je trouve pas qu'il y ait grand chose à dire. Il utilise assez peu. Il n'y a pas une grosse variété de kicks, mais quand il les envoie, c'est correct. Peut-être que ce serait un axe d'amélioration. Alors, pas devenir un combattant de taekwondo, mais un peu plus se servir des kicks, un peu plus se sanctionner la jambe avant. Ça peut être un truc intéressant. Mais voilà, ces kicks sont pas spécialement notables. Voilà. Et donc, pour passer à Belal Mohamed, sa grosse force, c'est vraiment ça, sa très très grosse force, c'est son fight IQ. Je pense vraiment qu'en termes de fight IQ, ouais, c'est un des tout meilleurs à l'heure actuelle. Et je pense même qu'avec Makhachev, ouais, avec Makhachev, c'est le gars qui a le plus gros fight IQ pound for pound à l'heure actuelle. Et il est excellent en stratégie. Il arrive toujours avec des stratégies bien concrètes pour chaque adversaire, bien adaptées à chaque adversaire et systématiquement de très très bonne facture. Ouais, il aborde pas. Enfin, bien sûr, il a son style à lui, mais il l'adapte extrêmement bien. Le combat qu'il fait face à Vincent Luque est très différent du combat qu'il fait face à Sean Brady, qui est très différent du combat qu'il fait face à Gilbert Burns, qui est très différent du combat qu'il fait face à Leon Edwards. Donc il est vraiment très très adaptable. Il est bon. Enfin, il est très complet. Il est bon en striking, il est très bon en lutte. Ouais, c'est pas le meilleur grappleur, mais il se débrouille en grappling. Donc, ouais, c'est un gars qui est très complet et qui, comme il est très complet et très intelligent, ça fait que stratégiquement, c'est un des gars les plus intéressants à analyser sur ces deux plans. Son job est pas mal. Ouais, c'est un prédominant orthodoxe. Ça lui arrive de temps à autre de passer en southpaw, mais c'est jamais pour de très longues séquences. Ouais, c'est souvent pour envoyer un coup et directement se replacer en orthodoxe. En orthodoxe, bon job. Ouais, c'est pas le meilleur job du circuit, mais c'est de bonne facture. J'ai tendance à penser qu'il est un petit peu meilleur que celui de Della Maddalena, je trouve personnellement. Il a une grosse variété d'attaques. Voilà, il a vraiment tout, enfin, c'est pas aussi propre que Della Maddalena, mais il a tous les coups de la boxe. Il a un bon jab, de très bons directs, de bons crochets, surtout de bons crochets gauche. Il se sert magnifiquement bien de ses uppercuts. Je pense que c'est un des gars, ouais, encore une fois, je pense que c'est un des gars qui a les meilleurs uppercuts du circuit à l'heure actuelle. Franchement, sa qualité d'uppercut est très belle. Bah, ceux qu'il a envoyés face à Sean Brady et Leon Edwards, c'était vraiment de superbes factures. Et ouais, il a un excellent ring cutting. Vraiment, ça c'est impressionnant à voir. Et surtout quand on se rappelle de son début de carrière, notamment de son premier combat face à Leon Edwards, en termes de déplacement, c'était pas ouf du tout. Voilà, le premier combat face à Leon Edwards, en termes de déplacement de ring cutting, c'était vraiment pas ouf. Et quand on voit, notamment sa revanche face à Leon Edwards, son combat face à Sean Brady, encore une fois, enfin, bien sûr, comme d'habitude, je vais beaucoup utiliser les mêmes références, mais ben, ce sont ses combats de référence, donc ce serait bête de pas les noter. Mais voilà, sa qualité de ring cutting est très, 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 très impressionnante. Sa takedown attack est très très bonne. Voilà, alors ça va beaucoup jouer sur des double legs, mais la façon dont il les amène est vraiment 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 magnifique. Et généralement c'est des amenés au sol, enfin très explosives et il laisse pas le temps à son adversaire voilà, de défendre. Et enfin, ouais, c'est pas de retrait, ce sont de très bonnes factures. C'est vraiment sa grosse force. Enfin, c'est vraiment là-dessus que repose pas mal sa défense, parce que bah, sinon
C'est plus morphologique, enfin, c'est plus, morphologique que technique, mais il a pas mal de mal à avoir une bonne garde. Voilà, il a pas vraiment il a pas des bras suffisamment imposants pour avoir une bonne garde bien hermétique. Il a peu de mouvements de tête. Il les a, mais il sait pas ce qu'il utilise le plus. Sa principale, ligne défensive, c'est pas de retrait et ses faiblesses, je mets «faiblesse» entre guillemets parce que franchement, c'est pas significatif du tout. C'est vraiment chercher la petite bête. C'est des petits trous de souris qui pourraient permettre de le battre. Mais voilà, parler de faiblesse, c'est vraiment dur. Ce qui pourrait s'avérer être des faiblesses voilà, ce qui pourrait être des trous de souris qui pourrait lui coûter la victoire, c'est que son contrôle, surtout au sol, c'est beaucoup du contrôle stérile. Voilà, globalement, c'est beau. Enfin, et en fait, même dans un sens, même en striking, il contrôle beaucoup le rythme du combat, la distance, etc. Mais au final, il envoie des coups, mais c'est pas le gars le plus actif et on peut lui voler des rounds. Voilà, on peut vraiment lui voler des rounds. Voilà, son contrôle au sol est beaucoup stérile. C'est un très bon contrôle, je le dis pas, mais voilà, il peut laisser face à de bons scramble based comme Leon Edwards, comme les Jack Della Maddalena. Il peut laisser son adversaire, ses adversaires peuvent s'échapper de sa lutte et voilà, c'est pas comme s'il avait un grand endpoint très insistant qui lui permet de marquer beaucoup de points, même sans aller jusqu'à finir, mais marquer beaucoup de points voilà, pour gagner. C'est pas non plus ce qu'il fait énormément. Généralement, ça fonctionne parce que il arrive à neutraliser les armes de ses adversaires, ce qui fait qu'au final, ses adversaires arrivent pas à le rattraper en termes de scoring. Mais face à un gars qui sera rattrapé en termes de scoring, son contrôle risque de ne pas être suffisant. Voilà. Je reviens un petit peu à sa défense. Sa middle zone est très exposée. Voilà, donc face à un gars qui a d'aussi bons body shot que Jack Della Maddalena. Bon après, on n'a pas vu ses adversaires beaucoup. Comment dire ouais, beaucoup aller le chercher au corps avec de l'anglaise. Par contre, Leon Edwards a beaucoup envoyé de middle kick et ça fonctionnait plutôt bien. Donc ouais, ça peut. Enfin, voilà, sa middle zone est assez exposée, ça peut jouer. Et enfin, je le trouve moins bon en garde ouverte. En garde fermée, il est incroyable. Enfin, vraiment, c'est ça. En garde fermée, en striking, il est vraiment, vraiment impressionnant. Bah, face à Gilbert Burns, face à Sean Brady, enfin voilà, toujours les mêmes. Mais quand ça continue debout en striking, en garde ouverte, généralement, c'est un petit peu moins bon. Voilà, alors, ça a bien fonctionné face à Demian Maia. Enfin, il a parfaitement géré Demian Maia en striking, mais parce que Maia en striking, c'est pas du tout le meilleur striker possible. Et il y avait un gap de compétences entre les deux qui était assez large. Et face à Leon Edwards, généralement, il laissait pas le temps à Edwards de développer et voilà, il le mettait beaucoup sous pression et quand il arrivait à placer une bonne séquence, généralement, il allait au takedown ou au clinch et il laissait pas Leon Edwards développer son jeu en striking, même si Leon Edwards a réussi à avoir quelques bonnes séquences et il était pas loin de voler. Enfin, la plupart des rounds, Leon Edwards était pas loin de les voler dans les dernières secondes, mais voilà, bref, en garde ouverte, je le trouve un petit peu moins dominant. Voilà. Et donc, pour passer à la partie un peu plus game plan, voilà, en fait, les deux, selon moi, il y a deux éléments que les deux devraient mettre vraiment en place dans leur game plan. C'est travailler en pression. Les deux sont, ça va beaucoup jouer sur Della Maddalena parce que Della Maddalena, son jeu, c'est la pression. Donc, là où il est très bon, c'est en pression, donc il faut qu'il aille chercher la pression. Sauf s'il a réussi à développer un jeu sur son pied arrière, mais voilà, le faire en si peu de temps, ça me paraît quand même un petit peu compliqué. Donc voilà, Delma Delna, il faut qu'il arrive en pression. Donc, par conséquent, et comme c'est deux pressure fighters de base, alors que Mohamed aussi est un pressure fighter de base, mais qui se débrouille mieux sur son pied arrière, je trouve. Voilà, les deux doivent vraiment doivent venir dans l'optique de mettre la pression. Les deux doivent prendre le leadership au niveau du jab. Pour moi, c'est assez important. Le jab est un élément très important de leur jeu respectif. Donc, voilà, prendre le leadership au niveau du jab, ça donnera, ça donnera un gros avantage aux deux côtés. Du côté de Della Maddalena, pour moi, c'est assez important qu'il reste en garde ouverte
par le fait que Mohamed est un petit peu moins dominant en garde ouverte, donc rester en garde ouverte, travailler son et donc par conséquent vraiment travailler son jab et ses setups offensifs de la carte Southpaw. Doubler sa droite en shift, voilà, c'est un truc qui a bien fonctionné face à Gilbert Burns dans le début de combat. Ça a très très bien fonctionné dans le deuxième round. Il a bien touché Mohamed là-dessus. Ça a un peu moins fonctionné. Enfin, et en fait, le truc, c'est qu'il le faisait beaucoup en shift. Burns, il envoyait sa droite. Enfin, il envoyait sa droite en orthodoxe et généralement, c'était en première intention. Il shiftait et il doublait ce bras arrière un peu, enfin, beaucoup plus en overhand. Donc c'est un truc que je pense que Dalla Maddalena pourrait faire en mieux, que Burns pourrait mieux le setup et avoir une meilleure posture à la fin du coup et plus capitaliser là-dessus. Donc je pense que c'est un élément qui peut vraiment être bien. Et enfin, pour moi c'est essentiel, il faut qu'il bosse sa takedown defense. Voilà, parce que voilà, Mohamed, il a un très bon, enfin, je pense qu'il a un suffisamment bon contrôle pour neutraliser sur plus de la moitié du round les scrambles de la Maddalena et empêcher de la Maddalena de rattraper l'écart qui pourrait se faire sur 3 minutes 30 de contrôle de Mohamed. Donc, bosser la takedown defense, pour moi, c'est essentiel. D'autant que Mohamed, bah, il n'est pas mauvais, mais il est pas grandiose en clinch. Voilà. En clinch, il y a moyen de le surpasser. Alors, non, il y a moyen de le surpasser. Jusqu'à présent, il n'y en a aucun qui a vraiment réussi à le faire, en tout cas sur la durée. Donc voilà, ce serait intéressant de la part de la Maddalena. Et je suis en train de me rendre compte que j'ai fait une erreur dans mon revisionnage de combat. J'aurais dû aller revoir le Belal Mohamed contre Geoff Neal parce que je pense que c'est un truc. Enfin, dans mon souvenir, la domination de Geoff Neal aurait été très intéressante à voir pour un gars comme Jack Della Maddalena. Alors, j'ai plus vraiment le combat en entier en tête. J'ai fait. Vraiment, j'y pense vraiment en enregistrant là. C'est une belle erreur de ma part de pas être allé retourner voir ce combat. Mais voilà. Donc, et de son côté, Belal Mohamed, donc, pression, jab, ça c'est une évidence. Les body shots. Alors, même si j'ai matière à penser que Della Maddalena devrait être capable de faire les 5 rounds sans trop de grosses difficultés, on va dire, malgré tout, ça reste un point d'interrogation. Donc, essayer d'entamer l'énergie de Della Maddalena en le travaillant au corps, que ce soit dans son anglaise ou avec ses middle kicks. Les middle kicks de Mohamed ont été très décisifs dans son combat face à Gilbert Burns, qui sont de très très bonne facture. Ils sont peut-être un peu téléphonés, faut quand même se méfier de ça. Il fait beaucoup de changements de garde pour envoyer son middle, c'est généralement assez prévisible. Face à un gars qui a un bon sens du contre, comme peut l'avoir Della Maddalena, ça peut être dangereux. Donc, mais voilà, aller chercher le corps, aller chercher le foie, ça peut être très pertinent. Et entamer la jambe droite, compromettre la jambe droite de Della Maddalena pour le forcer à rester en orthodoxe, je pense que c'est un truc qui serait assez intéressant. Ce serait un truc qui serait très intéressant pour empêcher Della Maddalena de se mettre en southpaw et de rester en southpaw, donc d'un peu compliquer la vie à Mohamed. Donc, voilà. Entamer la jambe avant, je pense que c'est un élément assez important. Et enfin, un point d'interrogation dans ce game plan, et je pense que le début de combat sera assez décisif par rapport à ça, c'est au sol, qu'est-ce qu'il fait? Alors, qu'est-ce qu'il doit faire au sol? Est-ce qu'il doit vraiment se focuser sur le contrôle et ne pas perdre la position, vraiment ne pas perdre de la position du tout, enfin faire tout ce qu'il peut pour ne pas perdre la position et conserver Mohamed du moment où il amène au sol jusqu'à la fin du round, ou voilà, partir du principe que les scrambles de la Maddalena seront suffisants pour sortir les positions de Mohamed, donc creuser un maximum d'écart au scoring, au scorecard, pour, en mettant un maximum de ground and pound et voilà, en marquant un maximum de points. J'aurais tendance à dire que personnellement, je serais dans le coin de Mohamed, j'aurais tendance à dire que il y a quand même de bonnes chances pour que Della Maddalena ait de suffisamment bons scrambles pour que même avec un focus sur les positions, Mohamed n'arrive pas à le maintenir au sol plus de 2 minutes, on va dire. Donc, j'aurais tendance à dire que la stratégie la plus sécuritaire, paradoxalement, ce serait de prendre un peu plus de risque de perdre la position, mais de quand même mettre un maximum de coups en ground and pound pour creuser l'écart en termes de scoring.
Et c'est un peu tout. C'est un peu tout au niveau des game plans. Donc on peut passer à la partie, preview et pronostic, enfin à la partie pronostic pardon. Ouais, alors jeter un petit coup d'œil, au code de Paris, en tout cas, ouais, au code de Paris, Unibet pour me faire un peu une idée sur voilà, sur la partie, pronostat. Heu, Personnellement, je vois quand même un Belal Mohamed nettement favori, très nettement favori dans ce combat-là. Je pense, facile, ouais, au moins sur du 65-35, et en et encore c'est limite, dur envers Mohamed de le mettre, là-dessus. Voilà, la cote Unibet est 1,34 pour, Belal Mohamed et 3 pour, Jack Della Maddalena. Ça me paraît assez cohérent. Je pense que je mettrais aussi ce genre de cote, nous ferait ce qui fait, ouais, du 33%, ouais, bon, en gros du 62, du 67, 33. C'est assez cohérent. Voilà, c'est assez cohérent, je trouve. J'irais aussi là-dessus personnellement. Preview du cœur, personnellement. Alors, je respecte, voilà, Belal Mohamed. Franchement, c'est une carrière extrêmement respectable. C'est un gars qui a vraiment pas eu une carrière facile. Franchement, sa série de victoires là de 2000, enfin depuis 2021, où il a enchaîné, Demian Maia, Stephen Thompson, Vincent Luque, Sean Brady, ouais, Gilbert Burns, Leon Edwards. C'est une des plus grosses winning streaks, de l'histoire de la division welterweight, donc c'est extrêmement respectable. Cela dit, j'ai toujours autant de mal. J'ai beau pour vraiment beaucoup apprécier son combat face à Sean Brady, j'ai encore vraiment beaucoup de mal avec, Belal Mohamed, et il a pas eu la performance, voilà, qu'a pu avoir Sean Brady, face à Leon Edwards il y a quelques semaines, qui fait que maintenant, ouais, je monte dans le train, enfin je monte un peu plus dans le train, Sean Brady en tant que un peu plus supporter de Brady. Mohamed a toujours pas vraiment eu cette performance, je trouve. Donc ouais, j'ai toujours un peu du mal avec Mohamed, et Della Maddalena, j'aime vraiment beaucoup. Il y a des failles dans son jeu. Enfin, j'espère qu'il va un peu, level up et combler un peu certains de ses défauts. Mais voilà, c'est le genre de combattant dont le style peut avoir un gros impact quand même, techniquement sur les MMA au global. Je pense que c'est le genre de combattant qui peut vraiment, Heu, voilà, montrer un peu la voie pour vraiment, level up encore, level up le niveau global en anglaise, enfin, le niveau global d'anglaise en MMA de façon générale. Il a vraiment de quoi inspirer, un peu tout le monde dans la façon d'utiliser son anglaise. Donc voilà, j'espérerais personnellement une victoire de Jack Della Maddalena, et le pronostic irait sur sans trop de alors de façon assez confiante sur un Belal Mohamed à la décision. Je le vois bien, enfin, je peux très bien voir, Della Maddalena avoir des moments de brillance, mais je vois vraiment Belal Mohamed, avoir les bons réflexes défensifs, sur les grosses séquences Della Maddalena, même s'il se fait toucher, je pense qu'il aura, le menton pour les encaisser, et le fight IQ, la lucidité pour, recomposer après, garder sa lu enfin, heu, ne pas enfin, comment dire? Ouais, enfin, la lucidité pour reprendre le contrôle du combat, pas le perdre, pas se faire stopper, et cetera, et pas trop perdre de round. Donc voilà, personnellement, j'irais assez confiant sur une victoire à la décision de Belal Mohamed. Voilà, personnellement. Et et voilà. Je pense que c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. Je pense que c'est là-dessus que je conclurai cette vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi. J'espère qu'elle vous aura plu. On fera le live, voilà, de toute la main card de l'UFC 315, voilà, voilà, sur ma chaîne, samedi. Donc voilà, je vous attends là-bas. Normalement, si je me suis bien organisé, mercredi, 19h30, il devrait y avoir le gros live, Code de Paris, que je fais généralement le vendredi. Ouais, j'ai un peu chié au niveau de mon emploi du temps, pour faire une vidéo le mercredi. Donc voilà, aussi je pense que je ferai le live, Code de Paris, le mercredi. Donc voilà, 19 normalement ça devrait être vers 19h30, et donc voilà, je vous attends là-bas. Jusque là, portez-vous bien. À très bientôt.